Commencer ça. Là, on a Erin O'Toole qui voit son avenir comme chef du Parti conservateur du Canada devenir de plus en plus incertain. Donc, on en parle aujourd'hui avec le politologue Benoît Lapierre. Bonjour Benoît. Bonjour Marianne. Il y a toujours un bilan après une défaite électorale, mais la seule question que les conservateurs se posent quant à l'avenir de leur chef, c'est de savoir s'ils seraient capables de remporter le prochain scrutin. Oui, en effet, c'est immanquable. À chaque fois qu'il y a une défaite électorale, la question du chef se pose toujours. Et cette fois-ci, elle s'est posée quand même assez rapidement. Parce que 3 jours après sa défaite électorale, Erin O'Toole est déjà attaqué par certains députés mécontents qui ont déjà lancé une pétition pour demander un référendum sur son leadership. Pourtant, quand même, Erin O'Toole avait quand même des bonnes nouvelles à apporter à son parti. Pour rappeler que celui-ci a gagné le vote populaire à l'échelle du pays. Il a réussi à avoir environ 200 000 votes de plus que le Parti libéral de Justin Trudeau. Et ça, c'est environ les mêmes chiffres que son prédécesseur, Andrew Scheer, qui avait aussi fait environ 200 000 votes de plus à l'échelle nationale. Un autre côté positif pour lui, c'est qu'il a fait des gains dans certaines provinces qui sont nécessaires à faire si le Parti conservateur voudrait avoir une majorité au Parlement. On parle des gains au Nouveau-Brunswick, où le Parti conservateur a réussi à faire élire un député de plus que la dernière fois. En Nouvelle-Écosse, où il avait réussi à en faire élire 2 de plus. Et en Ontario, seulement un. Et sinon, aussi, le Parti conservateur peut se vanter d'avoir fait une percée dans la province de Terre-Neuve et Labrador, où le parti a réussi à faire élire son premier député dans la province. On sait qu'O'Toole a beaucoup misé sur un recentrage du parti pour faire des gains en dehors de l'Ouest canadien. C'est une stratégie qui a eu des résultats assez mitigés. Oui, mais c'est vrai que il avait raison de faire cette stratégie-là, parce qu'un des gros problèmes du Parti conservateur du Canada, c'est que le gros de ses votes, le gros bassin de votes que le parti réussit à récolter lors d'une élection, ça se trouve vraiment dans l'Ouest, en Alberta, au Manitoba, Saskatchewan, où des fois les députés conservateurs réussissent à se faire élire avec des 70-80%. Donc ça, c'est pas payant à l'échelle nationale pour faire élire plus de députés. Idéalement, il faudrait que les votes soient mieux partagés à l'échelle du pays. Sauf qu'on peut voir que quand même cette stratégie-là a quand même des limites, parce que quand on regarde les chiffres de l'élection de 2019 et l'élection de 2021, ben on se rend compte que le chef centriste d'Ontario, Erin O'Toole, a fait à peine mieux que son prédécesseur Andrew Scheer, qui était un pro-V de l'Ouest. Donc ça, on pourrait peut-être penser que oui, ce serait une bonne chose à faire, mais que le recentrage a quand même ses limites. Parce qu'on sait, Erin O'Toole a pris des positions quand même assez impopulaires dans le parti par rapport aux armes à feu, par rapport à la taxe carbone. Ça, c'est des choses qui fait que les purs et durs conservateurs, des fois, ils peuvent se penser que, peut-être que l'option du Parti populaire du Canada, ce serait une meilleure option pour défendre les valeurs plus centrales du parti. Donc, des fois, on pourrait peut-être se penser que quand Erin O'Toole réussit à gagner un vote au centre, peut-être bien que maintenant, il va devoir le perdre plus à droite. Et en plus, une autre mauvaise nouvelle pour Erin O'Toole, c'est le fait que le Parti populaire du Canada aurait fait un relatif bon score à l'échelle du pays avec 845 000 votes justement à l'échelle du pays. Ça permet de penser que le Parti populaire du Canada est là pour rester. Pour rappeler qu'un vote, ça donne quand même des subventions. C'est le gouvernement du Canada qui donne de l'argent, des sommes pour chacun des votes recueillis par le parti. Donc, grosso modo, le Parti populaire du Canada se retrouve avec une cagnotte de 1,5 million de dollars par année, ce qui permet de louer des locaux, avoir une permanence, de faire des recherches, tout ça. Donc, Erin O'Toole ne pourrait pas miser sur le fait que le Parti populaire du Canada va disparaître à moyen terme, ce qui permettrait à la stratégie de recentrage du parti de fonctionner pleinement. Mais là, Benoît, il faut rappeler aussi que le chef conservateur il a été élu chef peu de temps avant la campagne électorale. Ça l'a pas aidé. Non, en effet, ça n'a vraiment pas aidé. Il faut rappeler que Erin O'Toole a juste été en poste pendant 1 an et en pleine période du COVID. Ça vraiment, premièrement, les médias parlaient beaucoup de la COVID et on s'intéressait un petit peu moins à la politique politicienne, entre guillemets. Mais aussi, ça fait que Erin O'Toole n'a pas pu faire son travail de terrain comme il l'aurait souhaité. Il ne pouvait pas faire le nombre de soupers aux spaghettis qu'il voulait, les réunions au Chevalier de Colomb, etc. On sait que tout ce genre d'activité-là était quand même assez limité. Donc, il n'y avait pas le moyen de faire son travail de terrain pendant l'année préélectorale, si on pourrait dire. Une autre chose aussi qu'on pourrait
expliquer un petit peu le mauvais score d'Erin O'Toole, c'est que la pandémie en Alberta est vraiment arrivée au pire moment. Si je me souviens bien, c'est une dizaine de jours avant le jour du scrutin. C'est là où Jason Kenney, le premier ministre conservateur de l'Alberta, avait annoncé le retour de l'état d'urgence. Et ça, justement, ça a vraiment tombé au pire moment. Et ça, il y a peut-être bien des électeurs qui hésitaient, peut-être des indécis, qui ont dit, bon, ben, regarde, on voit comment que les conservateurs en Alberta ont géré la pandémie. Est-ce qu'on veut vraiment que ce soit les conservateurs au fédéral qui commencent à gérer la pandémie? Donc, ça, si l'état d'urgence aurait été revenu peut-être un mois avant ou quelques semaines après les élections, peut-être bien que ça aurait pu jouer peut-être à 1 ou 2 % de vote de différence là-dessus. Sauf que s'il y a certaines choses qui permettent de penser qu'Erin O'Toole a fait pas si mal dans les circonstances, il faut savoir que de l'autre côté, Justin Trudeau aussi avait son lot de problèmes. Il faut savoir que Justin Trudeau, maintenant, ça fait 6 ans qu'il est là. Donc, en 6 ans de gouvernance, maintenant, il y a un bilan à défendre. Et justement, de plus en plus plus qu'on gouverne, plus qu'on fait des erreurs, plus qu'il y a des choses qu'on peut leur reprocher. On pourrait penser au fait que Justin Trudeau a déclenché des élections hâtives, que vraiment ça sentait l'opportunisme parce qu'il pensait avoir un gouvernement majoritaire. Il y a aussi des gros déficits qu'il y a eu l'année passée et cette année, surtout à cause de la COVID. Il y a eu les premiers couacs, je ne sais pas si le monde se rappelle, il y avait eu la livraison des vaccins qu'au début, les livraisons, ça a été très compliqué au gouvernement fédéral. Et sinon aussi, il y a plusieurs personnes qui remettent en doute la pertinence ou les largesses que la PCU et la PCRE ont eues. Tout ça, ça aurait été des munitions pour Erin O'Toole d'attaquer le gouvernement, mais on l'a vu pendant la campagne. M. O'Toole avait vraiment peur de faire des erreurs et il était surtout sur la défensive. Il y avait quelques grosses idées fortes qu'il répétait. Il répétait qu'il y avait un plan, que c'était une question de respect pour les provinces, sauf que on l'a vraiment vu plus sur la défensive, tandis que comme étant un parti qui voulait arracher le pouvoir, il aurait dû être à l'offensive. Ça, c'est quelque chose qui a manqué à Erin O'Toole lors de la campagne. C'est donc une histoire qu'on va suivre de près. On rappelle, Benoît, qu'on peut te lire, on peut lire tes analyses au benoîtlapierre.ca. Merci beaucoup, Benoît. Merci, bonne journée. Good.